Chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue et je suis d'ailleurs très content de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo de l'édition 2022 des podcasts de raisonnement. Cette capsule vidéo va concerner la continuité du chapitre 1, donc c'est-à-dire tout l'ensemble des podcasts du chapitre 1 qui étaient les outils du raisonnement graphique, donc c'est-à-dire tous les outils mathématiques pour pouvoir interpréter et calculer des éléments qui vont être fournis durant un examen de raisonnement sur des questions axées à la lecture d'un graphique. Évidemment, le but de cet exercice, enfin de ces travaux dirigés sous forme de capsule, c'est vous confronter et euh, vous mettre dans le challenge de savoir comment s'y prendre lorsque vous serez confronté avec des données numériques et savoir les manipuler correctement avec les bonnes formules et les bonnes méthodologies dont vous avez normalement maîtrisé en regardant l'ensemble des vidéos du chapitre 1. Donc les personnes qui n'ont pas vu ces vidéos-là, je vous déconseille de continuer cette vidéo ici présente parce que sinon vous n'allez pas comprendre comment il faudra s'y prendre durant les exercices. Donc voilà, je vous recommande vivement, avant de commencer cette capsule vidéo ici présente, de bien revoir les vidéos du chapitre 1. Sinon, ça sert à rien et vous allez peut-être pas comprendre mes explications. Bien que je suppose que les personnes ici présentes qui vont regarder cette vidéo ont normalement regardé euh, tous les vidéos du module du chapitre 1, je vais quand même rappeler quelques notions qu'il fallait garder absolument en tête avant d'entamer l'exercice. Alors, juste pour rappeler des concepts, je dirais, très importants, eh bien, il s'agit de la proportion, le taux et le ratio. Comme j'avais dit, la proportion est donc un rapport d'un parti sur un ensemble dont la forme habituelle est le pourcentage et le décimal. Ok. Et donc, si vous avez un sous-ensemble A, voilà, qui est un sous-ensemble d'un grand ensemble oméga, eh bien la proportion de A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers. Voilà. Enfin, de l'univers, donc du grand ensemble. On s'est bien compris. Le taux, quant à lui, est donc un rapport d'un sous-ensemble particulier rapporté à une ensemble de populations, dont la différence de la proportion, c'est qu'on a une notion de temps. Donc le temps est un concept dans le taux, dans la définition du taux, qui est non explicite, en général. À l'exception du taux d'incidence dont nous avons parlé, qu'on devait mettre l'intervalle de temps dans le dénominateur. Mais bon, mis à part ça, les taux de mortalité, les taux de natalité, etc., tous ces ensembles de taux, en général, on ne met pas la variation de temps dans le dénominateur, dans les calculs, mais on comprend que dans sa définition et dans son interprétation, on est en train de parler d'un phénomène observable, du nombre de quelque chose qui est observable sur un intervalle de temps. Donc il y a une notion dans le taux qui est une notion non explicite d'un intervalle de temps, qui, à la différence de la proportion, on n'a pas cette notion d'intervalle de temps. Le ratio, et j'y insiste formellement, est d'une grande importance, car il s'agit d'un rapport de deux grandeurs différentes que l'on estime pouvoir corréler. Et comme ces deux grandeurs bien différentes, elles ont les mêmes unités, dans le cas d'un ratio, les unités se simplifient, car c'est un rapport, c'est une division, numérateur sur dénominateur, les unités se simplifient, donc il s'agit donc de quelque chose qui est adimensionnel, donc c'est-à-dire sans dimension. Pourquoi j'insiste énormément sur le ratio? Car c'est une question qui revenait souvent aux examens. Lorsque vous rappelez, enfin, si je ne sais pas si vous avez eu accès aux anciennes questions d'examen, eh bien, parmi les anciennes questions, il y avait une question graphique sur l'évolution du ratio du taux de mortalité d'un diabétique sur un non-diabétique, etc. Et donc, en fonction de ça, il fallait déduire des propositions, etc. En fait, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'est la définition d'un ratio, vous ne savez pas résoudre l'exercice, évidemment. Donc le ratio, c'est pour ça que j'insiste, parce que parfois, les étudiants oublient qu'est-ce que c'est
un ratio. Donc un ratio, c'est le rapport de deux grandeurs différentes, bien que les unités sont sans dimension. Donc si dans une proposition on vous donne des pourcents alors qu'on vous parlait de ratio, vous avez compris que ce n'était pas un ratio et donc de ce qu'on vous donne, et donc vous devez éliminer la proposition parce qu'on vous donne un pourcentage alors qu'un ratio est sans dimension. Voilà, ça c'est une astuce pour savoir résoudre une proposition lorsque vous serez confronté à un examen de raisonnement sans devoir trop réfléchir, juste au simple fait de connaître sa définition. Donc, je peux juste illustrer un concept pour le ratio. Donc le ratio, on se rappelle, donc c'est la grandeur A sur la grandeur B. Et donc le ratio peut avoir plusieurs valeurs. Soit, enfin, selon l'exercice, il peut avoir une valeur, mais il peut avoir trois cas concernant le ratio. Donc un cas où le ratio est plus grand que 1, un deuxième où le ratio est plus petit que 1, et un troisième cas où le ratio est égal à 1. Quand le ratio est plus grand que 1, cela signifie que la grandeur A est majorant par rapport à la grandeur B, alors que si le ratio est plus petit que 1, cela signifie que la grandeur A est plus petit, enfin est petit strictement à la grandeur B, tandis que dans le dernier cas, lorsque le ratio est égal à 1, eh bien la grandeur A est égale à la grandeur B. Voilà, c'est ce qu'il faut vraiment garder en tête. Donc l'interprétation du ratio, c'est un rapport entre deux grandeurs pour estimer de combien de fois la grandeur A ou la grandeur B est plus grand que l'autre ou plus petite que l'autre, l'une par rapport à l'autre. Donc c'est un rapport pour savoir estimer quelle grandeur est multipliée par l'autre, etc. Et donc quand on fait ce rapport et qu'on sait qu'il est plus grand, plus petit ou égal à 1, on peut estimer quelle grandeur est plus imposant que l'autre. Et donc c'est strictement important tout ce que je vous explique ici parce que c'était ce qu'il fallait faire pour résoudre un exercice de graphique où il fallait utiliser le ratio lors d'une... Enfin, c'est arrivé dans une question lors des années précédentes. Alors, je rappelle encore le formulaire parce que je sais que c'était pas la partie la plus facile, je le conçois, c'était pas vraiment facile pour la plupart d'entre vous, tous ces concepts un peu matheux et assez mathématisés, mais malheureusement, c'est des choses que vous allez utiliser dans la vie de tous les jours, durant le cadre de vos études de médecine, ou peu importe où vous êtes, c'est quelque chose qui est fondamental à maîtriser, donc malheureusement, vous devez retenir la majorité de ces formules-là que je vous mets ici. Et donc, pour rappeler le taux d'accroissement total, il s'agit de la variation de ce qui a été augmenté ou diminué de la valeur initiale par rapport à la valeur initiale. Donc le taux d'accroissement, c'est la valeur qui a été augmentée ou diminuée, donc la variation de la grandeur de ce qui a été changé par rapport à la valeur initiale. Donc on compare à quoi ce taux d'accroissement total? On le compare à une valeur initiale. Et si on scinde le numérateur, on va retrouver valeur finale sur valeur initiale, moins valeur initiale sur valeur initiale qui donne 1. Et donc vous vous rappelez que cet élément-là, eh bien, il s'agit du coefficient multiplicateur. Car pourquoi le coefficient multiplicateur? Multiplicateur parce que c'est le rapport de la valeur finale sur la valeur initiale. Donc elle estime de combien de fois la valeur initiale a été augmentée. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que si le coefficient multiplicateur est égal à 3, cela signifie que la valeur finale est 3 fois plus grande que la valeur initiale. Donc la valeur finale a fait que démontrer que la valeur initiale a été augmentée de 3 fois, par exemple. Si le coefficient multiplicateur est plus petit qu'une valeur de 1, que la valeur de 1, pardon, donc cela signifie que la valeur finale est plus petite que la valeur initiale. Donc si je dis que le coefficient multiplicateur total est égal à 1,5, cela signifie que la valeur finale est égale à 1,5 de la valeur initiale. Donc ça veut dire que la valeur initiale a diminué de 2 fois. Alors, pour passer d'un coefficient multiplicateur à un taux d'accroissement, et ça j'y insiste formellement, eh bien c'est ces deux formules qu'il faut vraiment absolument garder en tête, donc pour passer d'un coefficient multiplicateur à un taux d'accroissement. On va beaucoup l'utiliser, enfin assez fréquemment dans n'importe quel exercice où ce sera demandé, mais surtout ça a été posé dans les questions où il y avait un graphique, enfin c'était pas un graphique, mais c'était une table avec des valeurs, des taux d'accroissement d'une production de bière avec des Belges qui consommaient, voilà, enfin
un taux de production de bière avec un taux d'accroissement de production entre chaque trimestre durant plusieurs années. Et donc c'était une question qui était arrivée à l'examen, je crois il y a 2 ans. Donc voilà, et il fallait utiliser ces formules-là pour s'en sortir. Puis, le coefficient multiplicateur total, eh bien, c'est le produit des coefficients multiplicateurs. Je tiens à rappeler qu'on n'additionne pas les taux d'accroissement. Ça, s'il vous plaît, beaucoup d'étudiants font encore cette erreur. On n'additionne pas les taux d'accroissement individuels. Jamais. On peut additionner des proportions, mais des taux d'accroissement, on ne peut pas additionner parce que les taux d'accroissement, ça n'a rien à voir. La proportion, on peut additionner parce que c'est un rapport sur un sous-ensemble, sur un grand ensemble, et donc on additionne tous les sous-ensembles, on obtient le grand ensemble, donc la proportion atteint à 100%, tandis que dans un taux d'accroissement, vous voyez déjà dans la formule ici que ce n'est pas un sous-ensemble sur un grand ensemble, ça n'a rien à voir, c'est juste une variation par rapport à une valeur initiale. Donc le taux d'accroissement n'a rien à voir avec une proportion, donc on n'additionne pas les taux d'accroissement, s'il vous plaît, on ne les additionne pas. Surtout pas. Donc, comment trouver le taux d'accroissement total d'un ensemble de taux d'accroissement individuels si je ne peux pas les additionner? Eh bien, je l'avais expliqué dans les capsules qu'on devait passer d'abord chaque taux d'accroissement individuel par leur coefficient multiplicateur par la formule de conversion qui est ici. Donc chaque taux d'accroissement individuel, vous le convertissez en coefficient multiplicateur individuel. Ensuite, vous les multipliez entre eux. Et une fois que vous avez multiplié entre tous les coefficients multiplicateurs individuels, vous obtenez le coefficient multiplicateur total. Et une fois que vous avez eu le coefficient multiplicateur total, vous repassez dans la formule ici, donc en le mettant ici, donc coefficient multiplicateur total moins 1 converti en pourcent pour trouver le taux d'accroissement total. Ok, donc s'il vous plaît, on n'additionne pas les taux d'accroissement, on ne peut pas les additionner, ce n'est pas une proportion, rien à voir. Non, les taux d'accroissement, on les convertit chacun en coefficient multiplicateur individuel. Ensuite, on les multiplie tous ensemble et on obtient un coefficient multiplicateur global, donc total. Et ensuite, on le convertit avec la formule de conversion en taux d'accroissement. Compris? Donc, il faut absolument maîtriser ça. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à revoir les vidéos du podcast. Maintenant, on continue. Le coefficient multiplicateur moyen, qui n'est pas trop utilisé, rarement utilisé, mais quand même, on ne sait jamais, gardez ça en tête. Le coefficient multiplicateur moyen, c'est la moyenne des coefficients multiplicateurs total. Alors, évidemment, ce n'est pas une moyenne arithmétique, c'est une moyenne géométrique. C'est pour ça qu'on a une moyenne 1, enfin la racine carrée de n, donc c'est une moyenne géométrique. La moyenne géométrique, au fait que c'est des multiplications des coefficients multiplicateurs, donc on a une moyenne géométrique. Ça vient de là, donc voilà, pour information. Et donc, si vous connaissez le coefficient multiplicateur moyen, pour trouver le taux de croissance moyen, simplement, vous le mettez ici et vous utilisez la formule de conversion du taux d'accroissement en coefficient multiplicateur. Donc, vous voyez que cette formule est quand même assez universelle. On l'utilise pour tout et pour rien. Donc, pour ça qu'il faut retenir tout ce que j'ai encadré. Et alors, le taux de croissance moyen, coefficient multiplicateur moyen moins 1, fois 100, et alors on trouve en pourcent. Et alors, le coefficient multiplicateur total, alors valeur finale sur valeur initiale, oui, mais attention, si on a un ensemble de coefficients multiplicateurs, vous voyez que le numérateur, le dénominateur se simplifie à chaque coefficient multiplicateur que vous multipliez entre eux. Et donc à la fin, vous allez avoir que la valeur initiale et la valeur finale. Et donc voilà, ça donne ça. Mais bon, gardons en tête que le coefficient multiplicateur total, c'est le produit des coefficients multiplicateurs. Voilà, c'est ce que je voulais absolument insister avant de commencer les exercices. Première question, donc ici vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour réfléchir de votre côté. Mais bon, voilà, je vais commencer déjà la correction. Donc, quel est le rapport entre la production d'électricité provenant des énergies renouvelables en Moldavie, donc c'est une Moldavie, c'est une région, voilà, et la production d'électricité provenant des énergies renouvelables en Lettonie? Donc, on le relie un peu. Donc, le rapport de production, donc on vous demande un rapport. On vous demande un rapport. Ah, décidément, voilà. On demande un rapport entre quoi et quoi. Donc, le rapport,
il s'agit de la production d'électricité provenant des énergies renouvelables. Alors de où? De la Moldavie. Moldavie. Ensuite, on vous demande, bien sûr, comme c'est un rapport, alors vous savez au demi-tour que la production d'électricité, des énergies provenant des énergies renouvelables de la Lettonie. Très facile, vous avez a priori les valeurs données, donc la production totale, et vous avez les parts d'énergie renouvelable de la production totale. Donc 9% de la production totale correspond à ça, et 27% de la production totale correspond à ça, donc pour la Lettonie et pour la Moldavie. Et donc moi, si je veux savoir la production d'électricité qui provient de cette énergie renouvelable, c'est très facile. Donc la production, donc on va mettre ça 1 et on va mettre ça 2, comme ça on va se retrouver. Donc 1, eh bien c'est 9% de 424 1400 mégawatts. Et alors pour la production de la Lettonie, c'est 27% de 212 200. Et en gros, il faut juste faire le rapport entre les deux. Et alors, on peut naturellement calculer l'équation 1 et puis le résultat de l'équation 2, comme on vient de faire ici. Et alors, on fait juste le rapport des deux, ce qui est très simple. Et alors, je sais qu'à l'examen, vous n'avez pas de calculatrice, donc pour savoir estimer, pour trouver la réponse, on a dû effectuer une solution plus rapide que ça, parce que comme sans calculatrice, vous devez vous y prendre, il s'agit de ne pas faire des calculs intermédiaires, on fait juste le rapport entre les deux, et alors on voit qu'il y a des simplifications au fait que voilà, si vous faites le rapport, 9%, 9% de 424 000 et 212 000, vous voyez que ce 424 400 est le double de 212 000 et quelques. Donc vous savez que vous avez votre 9% sur votre 27% qui est toujours là, et donc vous avez le rapport ici donc qui est x2. Et donc vous avez ça x2. Et vous savez que 9 sur 27, ça fait 1 tiers. Et 1 tiers fois 2, ça donne 2 tiers. Et donc la réponse est 2 tiers. C'est 2 tiers. Voilà, c'est un exercice relativement simple. Vous voyez que, qu'est-ce qu'on a appris ici? C'est comprendre l'énoncé, savoir de quoi on parle, comment on doit effectuer notre formule, sur quoi les pourcentages se basaient. Donc ici, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était un taux? Non. Est-ce que c'était un ratio? Non. C'était une proportion. Donc on calculait la proportion de 9% sur le total et de 27% sur le total de 212 000, etc. Donc en fait, on a appliqué la définition de la proportion et ensuite on nous demandait le rapport, donc le rapport de tout ça. Et ça, le rapport, vous avez compris qu'on vous demande le rapport de deux grandeurs identiques qui pourraient corréler. Eh bien, c'est le ratio, donc c'est la définition du ratio. Donc le ratio de la production de la Moldavie sur la Lettonie qui provient des énergies renouvelables, eh bien de 2 tiers. Et donc et une dernière notion que vous avez appris ici, c'est que pour éviter de chercher des calculs très compliqués, soyez à l'essentiel, regardez qu'est-ce qui simplifie, et vous voyez que des choses se simplifient très rapidement et vous ne l'avez que, et vous répondez en même pas 2 minutes cet exercice, même pas 1 minute. Voilà. Donc ça, c'était un échauffement. Ici, pour que vous puissiez lire à votre aise le correctif si jamais j'étais trop vite. Donc vous pouvez faire pause, mais vous pouvez continuer la vidéo. Dans la question 2, alors on vous dit, donc faites pause sur la vidéo. Si vous voulez voir la résolution, continuez la lecture de la vidéo. Donc d'après le tableau, quelles sont les années pour lesquelles le ratio entre les charges opérationnelles
et le revenu opérationnel est le plus élevé dans l'ordre décroissant. Donc, évidemment, on va réfléchir. Eh bien, le ratio, vous savez que c'est un rapport entre une valeur sur une autre. Et donc, ici, ce que nous allons voir, c'est que vous avez des revenus opérationnels, des charges opérationnelles, des parts dans le résultat des entreprises associées, etc., etc. Enfin, je vous laisse lire le tableau, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et donc, si on vous demande le ratio, très facile, vous devez juste faire le rapport entre ce qui est demandé, donc les charges opérationnelles, et les revenus opérationnels. Donc, c'est-à-dire ces deux éléments dont vous devez faire le rapport de ça sur ça pour chaque année. Et donc, voilà. Vous devez faire le rapport ici, ici, ici. Normalement, vous aurez à l'examen des chiffres un peu plus arrondis, un peu plus simplifiables, mais bon, voilà, le but ici, voilà, le but ici, c'est que vous ayez compris le concept. Et donc, on peut voir que à la fin, on va obtenir, voilà, pour 2014, cette valeur-là, cette valeur-ci, cette valeur-là, etc., etc. Donc, on a fait juste le rapport, et alors, on met dans l'ordre décroissant, et on obtient ceci, et donc la réponse est la B. Alors, les résultats opérationnels comprennent les revenus opérationnels, les charges opérationnelles et les résultats financiers. Alors, ici, on voit que donc ici, on voit que les résultats opérationnels comprennent, donc les résultats opérationnels sont ici, les charges opérationnelles et les résultats financiers, donc cet élément-là, les charges opérationnelles ici et les revenus opérationnels. Donc on vous dit, elle comprend. Comprend, ça veut dire quoi comme phrase? Enfin, ce mot, pardon. Eh bien, ça veut dire la somme de tout ça. Bah, on va voir. Donc, donc on va calculer la somme. Et donc on va avoir 41,2 moins 38,4 moins 7. Et vous allez obtenir une valeur qui est de moins 4,2. Or, cette valeur de moins 4,2 n'est pas égale au résultat opérationnel. Ça n'a rien à voir au 27,6. Donc, c'est pas la réponse. La proposition A, forcément pas la D, parce qu'il faut répondre au moins à quelque chose. Donc, soit cette proposition-là, soit cette proposition-là. Et donc, ici, on nous dit dans la proposition C, il comprend la part des entreprises associées. Donc, cet élément ici. Et donc, on va voir si c'est le cas. Donc, l'information proposée, comme on avait dit pour la A était fausse, mais on va voir si la C est correcte. Et donc, le revenu net opérationnel, et donc le revenu opérationnel plus la charge opérationnelle, d'accord. Mais alors, plus le résultat de la part d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que on va voir si ça, donc tout ça, va nous donner cette valeur-ci. Et on va voir 41,2 moins 38,4 plus 24,9, ça nous donne bien 27,6. Donc, la proposition ici était fausse, donc ce n'était pas additionner les résultats financiers, mais bien le revenu opérationnel, plus la charge opérationnelle, plus la part des entreprises associées. Donc, c'était la C comme bonne réponse. Ici aussi, vous pouvez le voir, le correctif à votre aise, pour voir comment on s'y est pris si jamais j'étais trop vite. Donc, vous voyez ici, jusqu'à présent, on a juste raisonné. On a juste fait un ratio, on a juste fait des proportions, il n'y a rien de méchant là-dessus. Mais on commence par du plus facile à du plus compliqué. Après, à la fin de cette capsule, on va essayer de résoudre un exercice de l'examen d'entrée il n'y a même pas 2 ans. Mais vous voyez qu'on voit ces étapes une par une et dont il faut absolument maîtriser. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué, vous voyez que c'est relativement simple. Donc voilà. Donc si vous avez des difficultés ici, c'est que vous devez vous remettre en question. Normalement, ça ne devrait pas l'être, je l'espère. Alors,
pour la question 3, laquelle des propositions suivantes concernant l'évolution du transport de marchandises par route entre 1995 et 2000 est correcte? Cet exercice est niveau examen d'entrée. Les deux premières étaient niveau échauffement. Donc là, vous voyez que c'est des questions typiques d'examen. Donc c'est-à-dire que vous allez voir, il y a un petit piège dedans. Et si vous avez maîtrisé tous les concepts et tous mes conseils, plus ou moins, je l'espère, vous tombez sur la bonne réponse. Donc vous voyez que entre 1995 et 2000, vous avez l'évolution de transport de marchandises, que ce soit dans les routes, les rails, les voies navigables, et donc le total. Et donc vous voyez les parts de contribution sur le total du transport. Donc vous avez compris que là, on parle de notion de proportion. Donc 64% correspond à la proportion des éléments, du transport qui se fait par voie routière sur l'ensemble des transports, alors que pour les rails, il correspond à 18%. Ok, alors que dans les voies navigables, il correspond aussi également à 18% du transport des marchandises. Donc ça, c'était pour 1905, alors qu'en 2000, on a 80% pour les routes, 12% pour les rails, 8% de voies navigables. Donc ces éléments-là sont des proportions individuellement. Et une proportion par rapport à quoi? Ça, ici, la colonne de droite correspond à la proportion pour les années 2000, alors que la colonne de gauche correspond aux proportions des années 1995. Ok, on a parlé de proportion. Donc on sait que la somme de tout ça est égale à 100%. Bien. Maintenant, on vous demande, entre ces deux années, est-ce qu'il a augmenté de 16%? Alors, vous allez me dire, alors, les gens, en général, les étudiants qui n'ont pas vu mes vidéos ou qui peut-être n'ont pas vu ça, qui n'ont pas bien compris la définition d'une proportion ou d'un taux d'accroissement, bien, vont tous répondre la A. Alors je me dis, oui, pourquoi pas, mais malheureusement, il y a un problème. On sait que 80 moins 64 est égal à 16, donc logiquement on se dirait 16%, mais attention, le problème c'est que on parle d'une augmentation entre deux années avec des deux effectifs différents. Peut-être que 100%, ça vous paraît identique, mais si ça se trouve, peut-être que les 100% correspondent peut-être à 500 ou un effectif de 500, alors que les années 2000, c'est un effectif de 250 peut-être. Donc ça veut dire que peut-être la quantité d'éléments de transport de marchandises, le nombre de transports a diminué ou a peut-être augmenté. Donc l'effectif a peut-être changé entre deux années. Donc c'est-à-dire que la définition de la proportion ne peut pas fonctionner. Parce qu'on est déjà dans deux effectifs qui sont différents et forcément entre deux années, on a toujours une variation de l'effectif total. Donc malgré que c'est 100% pour les deux, le 100% ne veut rien dire. Donc ça ne veut pas dire que c'est le même effectif. Donc 16%, non. Parce que ce n'est pas la définition d'une proportion, c'est une définition d'un taux d'accroissement. Donc la A est fausse. Alors on vous dit, ah mais tiens, mais bien que j'ai écouté les conseils de Darius, on va se dire, bon, il a augmenté de 16% uniquement si le transport total de marchandises n'a pas varié entre 1995 et 2000. Donc les étudiants disent, je ne suis pas tombé dans le piège du A, je vais répondre la B. Encore une fois, vous êtes encore piégé. Pourquoi? Parce que malgré que je vous ai dit que oui, dans une proportion, il faut avoir le même effectif, le problème, c'est que cette part d'augmentation n'est pas une proportion d'un effectif, c'est un taux d'accroissement. Or, je vous ai dit au début de la capsule vidéo que le taux d'accroissement, ce n'est pas une proportion d'un sous-ensemble sur un grand ensemble, non, c'est une évolution, une variation par rapport à la valeur initiale. Et on va vous le démontrer tout de suite, parce que si vous regardez bien, oui, c'est ça. Si vous regardez bien, le taux d'accroissement, c'était la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale, donc c'est-à-dire VF sur VI moins 1. Et donc, vous aurez tout de suite compris que quand vous allez faire le 80% de quelque chose sur le 64% de quelque chose, valeur finale, c'est 80% d'un effectif total qu'on va appeler, je vais appeler ça Z, ok, parce qu'on considère que
voilà, pour le VI, 64% de Z, car on considère que ZF est égal à ZI, ok? Donc c'est pour ça que c'est la même valeur de Z, la même valeur de Z ici. Et donc ici, ce que vous allez voir, c'est comme on a dit que le transport n'a pas varié de 1995 à 2000, bah, c'est pour ça que les Z sont, sont identiques. Et alors, vous faites juste le rapport de ça et vous aurez 80 sur 64 et les pourcents se simplifient et donc on aura 8 fois 10 sur 8 fois 8 et vous aurez donc donc vous aurez donc 10 huitièmes qui correspond à 5 quarts. Et donc 5 quarts correspond au coefficient multiplicateur qui a été donné. Et donc 5 quarts moins 1, eh bien c'est 5 moins 4 sur 4 et ça correspond à 1 quart. Donc 1 quart, ça correspond à 25%. Donc le taux d'accroissement correspond à 25% si l'effectif n'avait pas changé. Or, on vous dit 16%, donc ça ne va pas. C'est pas lui. Alors vous vous dites, ah mais bon, comme j'ai calculé, j'obtiens 25%, alors je vais cocher la C. Encore une fois, non, ne cochez pas la C, parce qu'on ne vous a pas précisé que s'il a augmenté 25%, à condition que le transport total marchandises n'a pas varié entre ces 2 années. Or, vous ne l'avez pas précisé comme l'énoncé B. Donc malheureusement, vu qu'on dit qu'il a augmenté 25% tout seul, ça ne veut rien dire, la C est éliminée. Il n'a pas diminué peut-être, ça on ne sait pas, mais la D, on va regarder un peu. Donc il n'a pas varié si le transport total de marchandises a diminué de 20%. On va voir. Et donc là, on va voir les petits pièges ici. Donc ça, voilà. Donc ici, je vous rappelle quand même, ici, regardez le graphique, enfin pardon, la table à droite. Eh bien, on va voir que le taux d'accroissement, encore une fois, je mets la définition pour que ça reste en tête. S'il vous plaît, gardez ça en tête. Donc VF moins VI sur VI, et donc coefficient multiplicateur, donc VF sur VI moins 1. Ok. Donc, on vous dit, il n'a pas varié si le transport total de marchandises a diminué de 20%. Donc, si le transport total de marchandises a diminué de 20%, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, si le transport total de marchandises a diminué de 20%, ça va changer la donne. Alors, on va regarder. Donc, VF, ça reste toujours nos 80%. 80% de quoi? De l'effectif Z2. Donc l'effectif total qui est Z2. VI, c'est 64%, comme on avait vu ici dans le tableau, 64% de l'effectif Z1. D'accord. Mais on vous dit que Z2, enfin l'effectif total, a diminué de 20%. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Donc on vous dit que l'effectif a été diminué de 20%. Donc, encore une fois, l'effectif étant diminué, on va voir que donc, on aura 2 calculs à faire, donc 2 calculs de taux d'accroissement à faire. Et donc on aura donc, taux d'accroissement 1, taux d'accroissement 2. Et donc ça c'est pour la valeur de Z, et donc c'est Z2 moins Z1 sur Z1. Et donc on vous dit que c'est 20%, donc moins 0,2. Et bien sûr, si vous vous rappelez vos formules de conversion pour trouver Z2 sur Z1, donc le coefficient multiplicateur, eh bien c'est le taux d'accroissement plus 1, donc moins 0,2 plus 1, qui va vous donner le coefficient multiplicateur. Et donc vous aurez 0,8. Donc Z2 est égal à 0,8 de Z1. C'est ça qu'il fallait faire. Bien.
Ça a l'air intéressant tout ça, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit encore faire? Eh bien, on a calculé le second taux d'accroissement ici, mais maintenant on doit calculer celui-là. Donc on reprend notre formule. Oups, voilà. Et alors, taux d'accroissement 1, donc ce que au départ on voulait rechercher. On obtient VF moins VI sur VI, donc VF, il est donc VF sur VI moins 1, et donc ça correspond à 80% de Z2 sur 64% de Z1 moins 1, et on sait que voilà, 80% sur 64%, ben voilà, on sait que c'est donc du 10 de 18e, donc de 18e. Et alors, on sait que Z2 sur Z1, ça correspond à 0,8. Donc 0,8, le tout moins 1. Donc, vous avez remarqué ici que ça va faire 10 sur 8 fois 8 dixièmes, la définition du 0,8, forcément, moins 1. Ok. Et vous voyez que ça simplifie et on obtient 1 moins 1, ce qui correspond à 0. Donc, le taux d'accroissement est égal à 0. D'accord? Donc, forcément, si le taux d'accroissement vaut 0, cela signifie que ça n'a pas varié. Et donc, c'était la bonne réponse, la D. Donc, je réécris ici pour que ça soit plus clair. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé le taux d'accroissement pour la première partie, donc VF moins VI sur VI. Donc, il donne VF sur VI moins 1. Or, on sait que VF va valoir 80% de Z2, donc l'effectif en 2000, donc l'effectif total en 2000. Et alors que VI correspond à 64% de Z1, or on sait que qu'est-ce que j'avais écrit, donc on avait dit que voilà, Z2 et le rapport de Z2 sur Z1 est égal à 0,8. Donc c'est bon. Et donc quand vous allez appliquer votre formule, ben, c'est très facile, vous utilisez ça, et donc vous avez VF sur VI, et donc vous avez votre 80 sur 64 fois Z2 sur Z1, et donc ça va faire à la fin, moins 1, le tout moins 1, évidemment. Voilà, pour trouver le taux d'accroissement, et donc à la fin vous allez obtenir 0. Et comment on a trouvé ça? Eh bien, on fait encore un calcul de taux d'accroissement. Donc Z2 sur Z1 moins 1. Et alors, on connaît le taux d'accroissement qui était de moins 0,2 au fait que ça a diminué. Attention, le moins, parce que ça a diminué de 20%. Et donc Z2 sur Z1 est égal à 0,8. C'est comme ça qu'on a obtenu ce résultat et puis qu'on l'a remplacé ici. Vous voyez, l'exercice n'est pas aussi facile. Ça a l'air tout bête, on croit qu'il faut juste lire un tableau et voir les chiffres et dire « Ah, voilà, on fait juste ça et ça augmente 16%. » Et là, on voit qu'on se plante. Puis on se dit « Ah, je pense avoir compris le concept. Si l'effectif ne change pas, ça pourrait le faire. » Mais malheureusement, vous voyez dans les calculs qu'on n'obtient même pas les 16%, on obtient 25%. Or, ça n'a rien à voir. Par rapport à ce qui a été donné dans la proposition B où on disait que oui, ça augmente de 16% si l'effectif n'a pas changé, or qu'on a démontré dans le calcul que c'était 25%. Et puis vous croyez encore avoir bien compris, vous dites non, c'est 25%, j'ai fait le calcul, donc c'est la C. Mais non, forcément la C, on ne vous a pas précisé dans la proposition que l'effectif ne changeait pas, donc la C est fausse aussi. Et à la fin, vous voyez qu'on tombe sur l'avant-dernière proposition où c'était la bonne réponse, et vous voyez que le calcul n'est pas aussi facile. Vous voyez qu'on est passé par 2 taux d'accroissement en parallèle pour pouvoir répondre à la question. Donc vous voyez, l'examen de raisonnement, c'est ça.
On croit que dans l'exercice, il faut répondre au feeling, alors que non, il n'y a pas de feeling. Tout est logique, tout est mathématisé. Il faut juste répondre correctement et avoir une stratégie assez mathématique, mais assez logique pour pouvoir comprendre des concepts et ne pas se faire piéger. Et c'est ça que l'examen de raisonnement de l'examen d'entrée essaie de vous évaluer. Question 4. Alors, on vous demande. Alors, la question 4, je sais que c'est le concept, c'est ça que je veux vous enseigner, mais là, comme c'est des chiffres qui ne sont pas arrondis, malheureusement, c'est difficile de trouver des exercices avec des chiffres arrondis qui se simplifient. Je vous conseille ici, exceptionnellement pour la question 4, d'utiliser une calculatrice pour vous en sortir. Parce que voilà, les chiffres, c'est un peu difficile ici pour les simplifier. Donc voilà. Alors, on vous donne. Donc faites une pause. Et puis, si vous avez lu l'ensemble, on continue. Donc, je fais la correction. Donc, en 2010, la Moldavie a exporté 4 981 500 tonnes de blé, soit 2,5% de plus qu'en 2008. En 2008, quelle était la part de la production de blé de la Moldavie vendue sur son marché intérieur? Donc, on vous donne des valeurs, on vous donne des années, on vous donne la quantité de production du céréal, et alors, on vous demande de trouver la part de production du blé vendu sur son marché intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Donc j'efface ici tout ce que j'ai fait pour l'exercice précédent pour avoir de la place. Voilà. Donc, ici, ce qu'il fallait faire, c'est déjà lire ce qu'on nous demande. En 2010, on a ça. Eh bien, certes, en 2010, on sait que la Moldavie a exporté une certaine quantité qui est 2,5% de plus qu'en 2008. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir comme réflexe? Taux d'accroissement. C'est exact. Taux d'accroissement. Taux d'accroissement est égal, eh bien, la quantité de blé de 2010 moins la quantité de blé de 2008, donc de ce qui a été exporté, hein, je précise. Donc, voilà, sur le blé de 2008. Donc, on sait que le taux d'accroissement était de 2,5%, donc 0,025. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que la Moldavie a exporté. Bien. Donc, si je sais que mon blé en 2010 était de 4 981 500 tonnes, il faut juste le remplacer dans l'expression et juste isoler et résoudre une équation à une inconnue et trouver la valeur du blé en 2008. Donc ça, c'est pas difficile. Donc on sait donc cette information-là. Et en plus de ça, on sait que le blé en 2010 exporté est égal à 4 981 500. Donc il faut juste résoudre ce système, si j'ai envie de dire ça. Et bon, à la fin, c'est une équation à une inconnue. Et vous allez trouver que le blé exporté en 2008 est égal à la fin, après tout ce calcul, à donc le blé en 2008 est égal à la valeur du blé en 2010 exporté divisé par 1,025. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis une calculatrice, parce que diviser 4 millions et quelques divisé par 1,025, c'est pas facile. Donc voilà, exceptionnellement une calculette, mais le but ici, c'est que vous ayez compris le principe du calcul et les méthodes de résolution. Et à la fin, vous allez obtenir 4 860 000. Et donc, si je veux trouver
la part de production du blé en Moldavie vendu dans son marché intérieur en 2008, eh bien, il faut juste faire le rapport entre de ce qui a été exporté en 2008 sur la production en 2008, donc blé exporté en 2008 divisé par le blé qui a été produit en 2008. Et donc cette part-là, on sait qu'il faut regarder le tableau. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup utilisé le tableau. Le tableau, c'était juste pour le calcul final. Donc on voit que le blé en 2008 en Moldavie était de 5 737 000. Et donc il faut juste faire ce rapport. Sur 5 737 000. Alors faites attention aux unités. On vous dit en milliers de tonnes. Donc ça, ce n'est pas 5 737. Lisez bien l'énoncé. Je vous ai appris à être attentif à ça. Donc vous devez rajouter, quand c'est en milliers de tonnes, vous devez rajouter 3 zéros. Donc c'est 5 730 000. Et à la fin, vous allez obtenir calculette 85%. Donc voilà. Exercice qui n'est pas difficile. C'est ça qu'il fallait faire. Et donc, la bonne réponse, c'est la D. Donc l'exercice n'est pas difficile, ça prend juste du temps au fait qu'il y a une calculette, mais je vous rassure, l'examen va vous mettre des chiffres un peu plus arrondis, plus faciles à simplifier. Voilà. Alors, les questions suivantes vont être moins calculatoires, mais vont être plus de la réflexion. Donc à l'examen de raisonnement, parfois, des questions soit sont un peu calculatoires, soit c'est de la réflexion. Et donc, ici, on vous donne un tableau. On fait une pause sur la vidéo et puis vous le lisez. Mais bon, là, je vais entamer la correction. Soit, donc le tableau suivant décrit la composition de la valeur énergétique en 4 sortes de lait. Par valeur énergétique, que nous entendons comme valeur énergétique kilojoule qui peut être fourni par 100 g de lait voilà, à l'organisme du consommateur. Donc lait maternel, entier, crémé, beurre, etc. Vous avez les protéines, vous avez les graisses, vous avez le lactose, vous avez les sels minéraux. Les valeurs énergétiques aussi. Et alors, quelle affirmation ne peut pas être, attention, lire l'énoncé, ne peut pas être déduite? Donc ici, on vous dit, le lait maternel humain contient plus du double de graisse et plus du double de lactose que le bas beurre. On voit le bas beurre et le lait maternel. Donc graisse, on voit que oui, c'est le plus du double en tout cas. Donc 0,5 fois 2, ça donne 1. Et donc on voit que 4 est plus grand que 1, donc ça a l'air plus du double. Et le lactose, 3 fois 2, donc 6. Donc 7 est bien largement supérieur au double aussi pour le lactose. Donc la A, ça a l'air OK. Ensuite, le lait entier contient, comparé au lait maternel humain, environ le triple des sels minéraux et de protéines. Alors, sels minéraux, on peut voir donc le lait maternel humain. Et ici, on regarde le lait entier. Voilà, donc la première et deuxième ligne, on va comparer. Et donc, on dit que ils ont environ le triple des sels minéraux, ce qui est plutôt le cas. Et alors, pour les protéines, plutôt le cas aussi. Quand vous faites le calcul, 3 fois 1,2, vous obtenez 3,4, et alors 3,5 est largement supérieur à 3,4, donc ça a l'air d'être correct aussi. Voyez. Pour transformer la même quantité d'énergie avec du lait maternel, un nourrisson doit boire presque 3 fois du bas beurre. On sait que pour 100 g de lait maternel, on obtient pour autant de kilojoules. Et pour le lait maternel. Et alors, on voit un peu par rapport au bas beurre, on voit que déjà avec ça, 3 fois plus, 3 fois 110, ça fait 330. On voit que 224, déjà avec 2 fois, on a 220 kJ. Or, 220 kJ, c'est inférieur à 294. Donc, il faut au moins 3 fois plus de bas beurre pour au moins avoir cette quantité d'énergie du lait maternel. Donc, c'est vrai pour la C. La différence entre le lait écrémé et le lait entier, est pour la plupart des propriétés mentionnées moins importante que la différence entre le lait écrémé et le bas beurre. Donc là, on regarde lait entier, lait écrémé et lait et bas beurre.
Donc on voit que la différence ici entre le lait écrémé et le lait entier est pour certains éléments moins importante, en tout cas ici, comme on pourrait le voir, ici pour les sels minéraux. Donc il y a quand même quelque chose qui se rapproche, mais surtout le lactose, pardon. Le lactose a la même valeur, pour les sels minéraux c'est la même valeur, en comparant le lait entier et le lait écrémé. Maintenant si on compare le lait entier et le bas beurre, ben, on voit qu'il y a quand même beaucoup de variations. Donc en tout cas pour le lait entier et le lait écrémé, on voit que le lactose et les sels minéraux sont identiques. Donc voilà, ça a l'air d'être OK. Pas par élimination, vous avez compris que c'est la E. Mais pourquoi? On ne va pas faire par élimination, on va essayer de comprendre. La teneur en protéines du lait revêt une importance déterminante sur la valeur énergétique. Regardez, les valeurs en fait données ne permettent pas de déduire un rapport systématique entre la teneur en protéines et celle en énergie, et donc de ce fait, encore moins de faire une affirmation de l'influence d'une valeur sur une valeur de l'autre. Donc l'affirmation E ne peut pas se déduire des indications fournies au fait que vous avez compris que pour 1,2 g, on a 294 kJ, alors que pour quasiment 3 fois, plus du 3, pour quasiment 2 fois, plus de 2 fois la quantité de protéines ici, donc on sait que 2 fois 1,4 ça fait 2,4 déjà pour plus du double, alors qu'à 3 grammes, normalement on est censé avoir pour 2 fois plus, donc plus de 2 fois en kilojoules, et vous voyez que malgré que la teneur en protéines augmente entre le lait maternel et le bas beurre, vous voyez que ça ne suit pas, ça ne corrèle pas, donc la valeur énergétique, au lieu d'augmenter autant que les protéines sont contenues dans le lait ou dans le bas beurre, vous voyez que là on est en décroissance. Donc pour autant les protéines augmentent, eh bien la valeur énergétique diminue, on passe de 124 à 110. Donc forcément, on a compris que la teneur en protéines n'avait pas d'influence sur la teneur pour sa valeur énergétique. Voilà tout ce que je viens de dire. Pour la question 6, elle a l'air longue, mais c'est très rapide. La résolution est très rapide. Donc, vous faites une pause, puis on fait la correction. Et donc là, je vais entamer la correction, comme d'habitude. Et donc, là, on regarde l'air qui se trouve au-dessus d'une solution saline. Et alors, il y a une certaine humidité qui se forme de l'air en fonction de la température qui a été donnée ici. Et donc, on va prendre ces valeurs de ces 8 solutions salines en fonction de l'humidité qui se trouve de l'air au-dessus de ces solutions salines. Quelle information ne peut pas être déduite? L'humidité de l'air au-dessus de la solution de chlorure de sodium est celle qui dépend le moins de la température. Donc, on regarde le chlorure de sodium. Et vous voyez que les variations sont très minimes, contrairement aux autres. Donc vous voyez qu'on reste quand même aux alentours de 75, 74. Donc ça dépend moins de la température, donc ça a l'air d'être OK. Comparé aux autres solutions salines, se forme au-dessus du chlorure de lithium l'humidité de l'air la plus faible. On regarde le chlorure de lithium, on voit que sa valeur maximale tourne autour de 14. Donc voilà. Si on regarde qu'est-ce qu'il y a moins que 14, ça a l'air grand, 50, 49, etc. Vous voyez qu'il n'y a aucune valeur qui est en dessous de 14,9. Donc forcément, vous voyez que la valeur maximale du chlorure de lithium pour son humidité est de 14,9. Donc forcément, le chlorure de lithium a l'humidité la plus petite, la plus faible. Donc, c'est OK. Comparé aux autres solutions salines, l'humidité de l'air se forme au-dessus de la solution de nitrate de magnésium et celle qui diminue de façon la plus marquée avec l'augmentation de la température. Eh bien, au-dessus de... Donc, pour la solution qui se trouve au-dessus de... Enfin, pardon. Pour l'air qui se trouve au-dessus de la solution de nitrate de magnésium, les valeurs d'humidité de l'air baissent, comme on pourrait voir en fonction de la température. Pour une température croissante, on voit que l'humidité diminue. Voilà. Et donc, on passe quand même de 60,6 à 46,3%. Donc, c'est-à-dire quand même à une différence de 14,3 points de pourcent qui a été diminuée. Et donc, cette différence n'est dépassée pour aucune autre solution saline, comme on pourrait le voir. Donc,
Donc, il faut juste, si vous voulez, regarder la valeur, la valeur entre la valeur de température nulle et une valeur température max, et on fait juste la différence. Et on voit que pour cette valeur de 60 moins 46,3, donc qui donne 14,3%, ben, si vous regardez les autres tableaux, ben, vous voyez que ça ne dépasse, euh, euh, cette différence n'est dépassée pour aucune autre solution saline. Donc, forcément, la C est plutôt la bonne réponse. Ok, pardon, c'est pas la bonne réponse, mais c'est ce qui peut être déduit. Et pour la D, donc à 30 degrés au-dessus de la solution saline du sulfate de potassium qui est ici, il se forme la même humidité d'air qu'à 5% au-dessus du nitrate de potassium. Donc ici, la valeur de l'humidité relative de l'air au-dessus de la solution de sulfate de potassium à la température de 30 degrés est tout à fait la même qu'on pourrait regarder dans le graphique, enfin dans le tableau, pardon, que celle de l'air au-dessus du nitrate de potassium à la température de 5 degrés. Donc voilà, si vous regardez ça, c'est identique. Donc ça, il faut juste observer, ça, il ne faut pas trop réfléchir, donc très facile. Lorsque la température augmente, l'humidité de l'air au-dessus de chacune des solutions diminue, pardon, au-dessus de chacune des solutions salines. Eh bien, déjà, pour toutes les solutions salines données, eh ben, l'humidité de l'air diminue lorsque la température augmente, ce qu'on remarque quand même ici, dans toutes les solutions salines. Et il y a néanmoins une exception, c'est lorsque la solution de chlorure de sodium, qui est... voilà, donc le chlorure de sodium donne une exception, ainsi que la solution de chlorure de lithium. Pour le chlorure de sodium, l'humidité de l'air augmente de 74,9. Donc il augmente de 74,9% à 75,8%. Et donc, et on tombe ensuite de nouveau à 74,7. Donc vous voyez qu'à un moment, ça croît. Donc ça passe de 74 à 75, puis ça décroît. Donc ça croît et ça décroît. Donc il y a un effet qui est un peu exceptionnel pour le chlorure de sodium. Pour le chlorure de lithium, l'humidité grimpe à 14,9. Donc on passe de 7 à 0,7 à 0,9%. Et puis on retombe à 11,4%. Donc ici, à un moment, ça croît jusqu'à 5 degrés. Et puis de 5 degrés à 50 degrés, ça ne fait que décroître. Donc là, on voit qu'il y a un problème. C'est que le chlorure de lithium et le chlorure de sodium sont des exceptions. Donc la E peut être déduite. Et voilà, c'est tout ce que je viens de dire. Et voilà, si vous voulez lire le correctif, à votre aise. Maintenant, on va passer à une question de l'examen d'entrée. Et je pense que je vais faire ça dans une autre capsule, voilà, pour un peu